Le coup de feu traversa les dalles du plafond et projeta une pluie de poussière blanche sur le sol de la salle d'urgence. 30 personnes se figèrent, les néons bourdonnèrent. Quelque part derrière le poste infirmier, un moniteur cardiaque émit 3 bips, puis se tut. Amaya N'Golo Mensima, 3 mois à peine dans son premier vrai poste d'infirmière, encore en train de se battre avec le système de dossiers électroniques, encore en train de s'excuser chaque fois qu'elle frôlait un brancard, plongea derrière le comptoir. Dans sa poche gauche, quelque chose de froid glissa, une pièce de défi, la pièce de Kewezi. Et dans l'espace entre un battement de cœur et le suivant, la petite nouvelle dont tout l'hôpital des anciens combattants Saint-Roch riait depuis 12 semaines, disparut. Ce qui se leva à sa place n'était pas une recrue nerveuse. C'était quelque chose que personne dans ce bâtiment n'était prêt à affronter. Il y a une odeur bien particulière à l'hôpital Saint-Roch de Port-du-Chêne à 6 heures du matin. Cire de sol, café instantané et quelque chose de plus ancien, un parfum d'antiseptique incrusté dans les briques depuis la guerre de Corée. Le bâtiment domine le port, massif, têtu, sous-financé. Et les matins dégagés depuis la fenêtre de la salle de pause du 3e étage, on aperçoit les mâts de la frégate historique Sainte-Victoire. Amaya adorait cette vue. Elle restait là, thermos de vrai café à Chantilly entre les mains. Pas la flotte tiède de la machine, mais celui que son père lui envoyait d'une petite boutique de Washington, et elle regardait le port s'éveiller. Les remorqueurs, les mouettes, la Sainte-Victoire, posée là, tranquille, parfaite, immobile dans son bassin du chantier naval de Fort-Chaumont. Elle n'avait jamais dit à personne pourquoi ce navire lui serrait la poitrine. À 34 ans, Amaya Mensima était la plus jeune, la plus nouvelle, et de loin, la plus incertaine des infirmières du service d'urgence. Elle portait des blouses trop grandes, gardait ses cheveux naturels coupés courts pour éviter d'y penser, et s'excusait pour tout et n'importe quoi. « Pardon, excusez-moi, pardon. C'était votre stylo ? Je suis vraiment désolé. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. » Les autres infirmières avaient remarqué. Bien sûr qu'elles avaient remarqué. Dans un hôpital militaire où le personnel avait passé des décennies à jongler avec le traumatisme, la bureaucratie et la folie institutionnelle propre aux établissements pour vétérans étranglés par les coupes de budgétaires, une recrue douce qui sursautait au moindre ton élevé se remarquait comme un civil au milieu d'un bal militaire. Cette gamine ne pourrait pas poser une perfusion sur un tuyau d'arrosage, lança un brancardier dans la salle de repos. Pas assez bas pour qu'Amaya ne l'entende pas, elle entendait toujours tout. 12 ans d'entraînement avaient fait de son oreille un instrument capable d'isoler le clic d'une sécurité de fusil à 50 mètres au milieu d'une tempête de sable. Elle se contentait de sourire, de baisser la tête et de retourner à son dossier. Et personne n'y pensait plus. Personne, sauf Rita Sandoval. Maître principal Sandoval, retraité, 68 ans, bénévole à l'accueil, observait Amaya depuis son premier jour. Pas avec scepticisme, pas avec amusement. Avec l'attention précise d'une femme qui reconnaît une énigme dont la solution lui échappe encore. C'était sa manière d'entrer dans une pièce. Chaque fois, Amaya balayait l'espace du regard de gauche à droite, puis vers le haut, puis revenait au centre. Elle évaluait fenêtre, issue, goulot d'étranglement. Elle le faisait en moins de 3 secondes, et avec une fluidité telle que personne ne s'en rendait compte, sauf si on savait exactement quoi chercher. Rita savait. Elle avait fait la même chose pendant 30 ans sur des navires de la marine. C'était un réflexe, une discipline, une vérité du corps. Et elle l'avait reconnu chez Amaya comme un musicien repère l'oreille absolue, instinctivement, sans le moindre doute. Mais Rita ne dit rien, elle observa, elle attendit. La seule personne qui offrait à Amaya un semblant de chaleur véritable était, ironiquement, le patient le plus insupportable de l'hôpital. Le maître canonnier Ruben Delmas, USMC, retraité, était hospitalisé depuis 2 semaines pour une arthrodèse lombaire. Il avait déjà poussé 3 infirmières à demander un changement d'affectation. 58 ans, bâti comme un mur de briques, un peu adouci par l'âge et la nourriture fade de l'hôpital. Et il parlait d'une voix plate, porteuse, forgée par des années à s'imposer au-dessus des rotors d'hélicoptères et des tirs de mitrailleuses. Et la nouvelle ? Amaya se retourna. Ruben était dans son fauteuil près de la fenêtre, une tasse de café glacé posée sur l'accoudoir, un mot croisé, massacré depuis 3 jours, étalé sur ses genoux. « Oui, maître canonnier ? C'est quoi un mot de 9 lettres pour dire têtu, obstiné ?» Il plissa les yeux. « T'as quel âge ? T'es même majeur ou pas encore ? » 34 ans. Il secoua la tête comme si elle lui avait annoncé avoir 12 ans. « Mes rangers sont plus vieux que toi. Viens m'arranger cette perfusion. »
Le dernier gamin qu'ils ont envoyé a failli me la planter dans la rotule. Elle répara sa perfusion en 12 secondes. Pause nette, fluide, indolore. Ruben baissa les yeux vers l'aiguille, puis vers elle. Quelque chose passa dans son regard, une question naissante. Puis un bip retentit dans une autre chambre, et Amaya avait déjà disparu avant qu'il ne puisse l'articuler. Dans sa poche, la pièce de Kewesi pesait lourd contre sa cuisse. Elle la portait tous les jours depuis 5 ans. D'un côté, un trident et une encre, de l'autre, 2 initiales gravées, K.A. Elle ne la sortait jamais, n'en parlait jamais, mais parfois, tard dans son service, quand la salle d'urgence se calmait et que le vieux bâtiment vibrait doucement sous la fatigue, Amaya fredonnait un ancien berceuse à Chantilly, un chant de son enfance, un chant pour tenir debout. Elle pensait que personne ne l'entendait, Ruben l'entendait. Depuis sa chambre, il l'écoutait et pensait « Je connais ce son. Ce n'est pas juste quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui se retient de tomber. » Il ne savait pas encore, personne ne savait, mais une semaine plus tard, la petite nouvelle allait mettre toute la salle d'urgence debout. Le lundi, avant que tout bascule, Amaya commit l'erreur de dire la vérité. Cela se produisit pendant la réunion du matin, ce genre de rassemblement sans air, éclairé au néon, où l'administration feint de se soucier du personnel de terrain et où le personnel feint d'y croire. 15 infirmières entassées dans une salle qui sentait les beignets froids et les marqueurs effaçables. La réunion était dirigée comme toujours par Denise Kowalski, 55 ans, doyenne du service, représentante syndicale, gardienne officieuse de la salle d'urgence de Saint-Roch. 30 ans d'ancienneté, un cordon de badge chargé d'accréditation et une manière de regarder les nouvelles recrues comme si elles avaient essuyé leurs chaussures sur un sol tout juste lavé. Stocks de matériel, déclara Denise en tournant une page de son classeur. Nous attendons toujours les pièces de rechange pour l'infuseur de niveau 1 ainsi que les mises à jour des médicaments du chariot d'urgence. Suivant. Amaya parla avant même de s'en rendre compte. Une voix si douce que 3 personnes durent se retourner pour voir qui avait osé. Je voulais demander à propos des ruptures de stock aux urgences. Nous manquons de fournitures de base depuis 6 semaines. Nous n'avions plus de pansements occlusifs jeudi dernier. La pièce se figea. Pas parce que la question était déplacée, elle ne l'était pas, mais parce que c'était Amaya qui l'avait posée, la fille silencieuse, celle qui s'excusait pour respirer. Le stylo de Denise s'arrêta net. Elle leva les yeux vers Amaya comme un chat observe une souris sortie de son trou pour monter sur la table. « Nous avons transmis les demandes par les voies appropriées », répondit-elle. « Ces choses prennent du temps. 6 semaines, c'est long pour être à court de pansement thoracique dans un service trauma. Remettez-vous en question le processus d'approvisionnement, mademoiselle Menshima ?» Elle écorcha volontairement son nom, pas assez pour que ce soit une insulte frontale, mais suffisamment pour blesser. Amaya sentit sa mâchoire se crisper, une réaction invisible qu'elle enterra aussitôt. « Je ne remets pas le processus en question. Je dis que le processus ne fonctionne pas. Nous avons reçu 2 blessés par balle la semaine dernière et j'ai dû improviser des pansements occlusifs avec « Vous avez improvisé du matériel médical ?» Les sourcils de Denise montèrent dangereusement. « C'est un problème de conformité. Le patient était en train de s'effondrer. Je vais devoir documenter cela. Merci de l'avoir signalé. » Et la conversation fut close. Amaya s'assit. Autour d'elle, les autres infirmières évitaient soigneusement son regard, le signe universel de personnes qui étaient d'accord avec elle, mais qui n'avaient pas l'intention de le montrer publiquement. Après la réunion, ses pas la conduisirent dans la cage d'escalier menant aux bureaux administratifs. Elle n'avait pas prévu de s'y rendre, mais la colère brûlait encore dans sa poitrine, et la cage d'escalier semblait plus sûre que les tâches cliniques. Ses pieds montèrent avant que sa raison ne proteste. Le bureau de Gérard Whitmore, président du conseil d'administration, se trouvait au 4e étage. Bureau à mi-temps, confortable comme une suite d'hôtels, grand bureau en acajou, fauteuil en cuir, vue panoramique sur le port, les murs couverts de photos, Whitmore serrant la main de sénateur, Whitmore coupant des rubans, Whitmore jouant au golf avec le gouverneur, toujours en train de sourire, et toujours, quelque part derrière lui, un vétéran placé comme un accessoire. « Monsieur Whitmore, je suis désolé de vous déranger. »« Entrez, entrez », fit-il sans lever les yeux de son ordinateur. 63 ans, cheveux argentés, costume hors de prix, bronzage de terrain de golf. « Que puis-je faire pour vous, ma petite ?»« Ma petite ». Le dos d'Amaya se redressa d'1 centimètre, réflexe automatique. « Monsieur, je suis infirmière aux urgences. Je voulais évoquer certaines pénuries critiques de fournitures. »« Ah, le problème des stocks. » Oui. Il s'adossa, doigts croisés sur son ventre.
Écoutez, comment vous appelez-vous déjà? Amaya. Amaya Mensima. Bien, écoutez Amaya, je comprends la frustration, mais nous sommes en phase de transition budgétaire. Le conseil a approuvé un grand projet, le centre du bien-être des vétérans Whitmore. Nous devons prioriser les dépenses durant la construction. Le centre de bien-être? Vous construisez un centre de bien-être pendant que les urgences manquent de pansements thoraciques? Son sourire se crispa d'un millimètre. Les infirmières ne comprennent pas les budgets, ce n'est pas un reproche. Votre rôle, c'est les patients. Le mien, c'est la vision globale. Et parfois, la vision globale nécessite des choix difficiles. Amaya inspira lentement. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, la sécurité de l'hôpital n'a pas été mise à jour et le détecteur de métaux est en réparation. C'est sur le planning. Il est hors service depuis 1 mois. Ces choses prennent du temps. Les mêmes mots que Denise. Exactement. Un mur venait d'apparaître devant elle. Un mur contre lequel elle s'était déjà heurtée dans une autre vie. Elle savait reconnaître un combat perdu d'avance. Y a-t-il autre chose? Il y avait tellement d'autres choses. Un hôpital saturé, des vétérans dans les couloirs, des infirmiers épuisés, des équipements cassés, une ventilation défaillante. Mais elle hocha la tête. Non, monsieur. Merci pour votre temps. Elle atteignait presque la porte lorsqu'il ajouta « Et un conseil, Amaya, les nouvelles, ça se remplace facilement. Gardez la tête basse, faites votre travail. Laissez ceux qui savent comment fonctionne cet endroit gérer le reste. » Elle redescendit aux urgences avec les ongles enfoncés dans ses paumes. L'après-midi même, elle trouva un avertissement disciplinaire dans sa boîte mail. Déposé par Denise. Retard mineur de documentation lors d'un code bleu, 2 semaines plus tôt. Le genre d'écart qu'on règle habituellement avec un rappel oral. Amaya resta un long moment à fixer l'écran, puis les urgences, les équipements cassés, les vétérans assis dans des chaises en plastique. Elle pensa à partir. Elle avait déjà quitté des choses avant. Elle était douée pour ça. Dans sa poche, la pièce de Kawesi demeurait froide et lourde. Elle ne partit pas, pas encore. Cette nuit-là, Amaya ne dormit presque pas. Le stress, l'humiliation, la colère rentrée, tout se mélangeait. Et quand elle finit enfin par s'endormir vers 3 heures du matin, le cauchemar revint, celui qui ne la quittait jamais très longtemps. Niger, 2017, région de Tamba-Tamba. L'embuscade avait frappé à 11h40. Une patrouille tranquille, puis le monde avait explosé. Poussière, chaleur, détonation sèche, le claquement caractéristique des balles de calibre 7,62 assez proches pour sentir leur souffle brûlant sur la peau. L'équipe avait été séparée de son unité de soutien. 4 opérateurs et une médic de combat coincés dans le lit asséché d'une rivière, tandis qu'une 50aine de militants convergeaient. Les autres équipes étaient engagées plus à l'est. Pas de soutien aérien pendant 40 minutes, pas d'extraction avant 11 heures, sous-officière principale Amaya Mensima, indicatif Cobra. Elle avait maintenu en vie 2 opérateurs grièvement touchés, dans cette rivière poussiéreuse, avec un kit de chirurgie de terrain, 2 poches de perfusion, un garrot bricolé avec sa propre ceinture et une précision dans les mains qu'aucun programme d'entraînement n'aurait pu expliquer. Elle avait réalisé une décompression thoracique sous un déluge de tirs. Elle avait emballé une plaie fémorale avec de la gaz hémostatique et maintenu une pression continue pendant 90 minutes en parlant calmement de tout et de rien. Des Red Sox, de la nourriture infecte, à quand le Monnier, du fait que le second maître Kwesi Assanto lui devait $40 d'une partie de cartes et qu'elle comptait bien les récupérer. Kwesi était à 10 pieds d'elle, abrité derrière un monticule de terre, riant entre 2 rafales. « Tu les auras quand on rentrera, Cobra !» Promis, 2 hommes survécurent grâce à elle. Kwesi ne revint pas. Il avait pris une balle dans le cou pendant la dernière progression vers le point d'extraction. Une traversée nette sectionnant l'artère carotide. Amaya avait maintenu ses mains sur sa blessure dans l'hélicoptère, observant la lumière s'échapper de ses yeux quelque part au-dessus du Sahel. Kwesi Assanto, 29 ans, né à Silver Heights, dans une famille ghanéenne, le seul de l'équipe qui comprenait réellement ce que cela signifiait de porter 2 pays dans sa poitrine. Cette pièce de défi, il la lui avait donnée le matin même, avec un sourire tranquille. « Inteyen Nko, allons-y, ensemble !» Amaya se réveilla en sursaut, haletante, main dans la mauvaise position, comme si elle tenait encore sa gorge. 4 longues minutes furent nécessaires pour que son rythme cardiaque redescende en dessous de 100. Elle ne se rendormit pas. Elle s'assit sur le bord de son lit, dans son appartement encore étranger, tenant la pièce entre ses doigts. Elle pensa à toutes les façons d'être en vie, sans vraiment vivre.
Elle avait quitté la marine 14 mois après la mort de Kwesi. On lui avait proposé un poste d'instructrice à Little Creek, former la nouvelle génération de médics des forces spéciales. Passer le flambeau. Elle avait tenu 2 jours. Tous les visages lui rappelaient celui de Kwesi. Toutes les mises en situation replongeaient dans le lit de cette rivière. Elle avait fui. Au Ghana d'abord. Kumabo, la ville natale de ses parents. 1 an dans une clinique rurale. 14 bébés mis au monde, des traitements de paludisme, de dengue, souvenirs d'une médecine qui n'avait rien à voir avec la guerre. Puis retour aux États-Unis, école d'infirmière, nouveau nom, nouvelle ville, nouveau badge. Mais les réflexes, ils ne disparaissent pas. On ne désapprend pas le son du danger. On ne désapprend pas à fragmenter chaque pièce en zone tactique. On n'oublie pas comment démonter une arme qu'on n'a pas touchée depuis 3 ans. On n'arrête pas de vérifier les sorties. Erita Sandoval le savait, Amaya aussi. Elle partageait ce silence-là, cette reconnaissance muette entre gens qui ont vécu sur une ligne trop fine. Le mercredi matin, Amaya faillit démissionner pour de bon. Le nouveau planning avait été affiché. Denise l'avait encore retiré des rotations en salle de trauma pour la coller au bureau de triage, pour la 4e fois en 6 semaines. Le bureau de triage, là où l'on envoyait les infirmières auxquelles on ne faisait pas vraiment confiance. Denise, je voulais discuter. Je sollicite plus de temps en zone trauma. Mon évaluation de compétences, vos compétences sont très bien sur le papier, répondit Denise sans lever les yeux. Mais j'ai besoin de mains expérimentées là-bas. Quand vous aurez un peu plus d'ancienneté, on verra. J'ai 3 mois d'ancienneté. Comme je viens de le dire, quand vous en aurez plus. Amaya se dirigea vers la salle de pause, prépara un café qu'elle n'avait pas envie de boire, regarda par la fenêtre, le port, la Sainte-Victoire. Elle pensa, je n'ai ma place nulle part, pas ici, pas ailleurs. Mot de 9 lettres pour dire têtu. Amaya se retourna. Ruben était dans l'embrasure de la porte, fauteuil roulant bloquant tout le passage, mots croisés sur les genoux. Je t'ai déjà dit, obstiné. Ça ne rentre pas. La 5e lettre doit être un T. Il roula jusqu'à la cafetière, remplit sa tasse avec le sérieux d'un chirurgien. Tu sais ce que mon instructeur m'a dit à Paris Island, il y a 35 ans? Je ne sais pas. Delmas, le corps s'en fiche si tu passes une mauvaise journée. L'ennemi aussi. Tu peux te lamenter ou avancer, mais tu ne peux pas faire les deux. Il goûta le café, fit une grimace. Excellent conseil. Homme détestable. S'est fait renverser par un bus en 94. Il marqua une pause. Le bus s'en est sorti. Amaya éclata de rire. Un vrai. Court, spontané. Ruben sourit. Voilà, je savais que quelqu'un se cachait là-dedans. Elle faillit tout lui dire. Je faisais partie de l'équipe 8. Mon meilleur ami est mort dans mes bras. J'essaie d'être personne depuis 3 ans et j'échoue lamentablement. Mais le moment passa. Comme toujours. Retournez à votre chambre, maître canonnier. Votre séance de kiné est dans 22 minutes. À vos ordres, chef. Il salua vaguement et repartit. La pièce dans sa poche resta froide, silencieuse, patiente. Le jeudi matin, la tempête arriva. Une vraie tempête. File d'ambulance, rupture d'eau au 2e étage, urgence saturée. Amaya, affectée au triage, jonglait entre 6 patients, tentait de suivre ses tâches, tout en sentant le regard acéré de Denise sur chaque mouvement, chaque clic, chaque note. Pendant ce temps, 4 hommes pénétraient par l'entrée principale, vêtus de combinaisons de maintenance, badge faux, certitude dangereuse, le détecteur de métaux, toujours hors service, depuis 31 jours. Il était 10h47 quand le premier sortit un Glock, braqua le plafond et tira un coup sec. Le monde se brisa et Amaya ne se brisa pas. Elle descendit, contrôlée, fluide, la chute d'une femme qui avait déjà entendu ce son avant. Et dans sa poche, la pièce de Kwesi roula. Quelque chose se réveilla. La poussière blanche retombait encore quand un silence brutal s'abattit sur les urgences. Pas un silence réel, non, l'endroit vibrait encore des cris, des respirations coupées, des pleurs étouffés. Mais un silence intérieur, celui qui précède la panique ou la mort. Les 4 hommes avançaient. Le premier, celui qui avait tiré, avait les gestes assurés d'un type qui avait déjà braqué des armes sur des civils. Le second, plus nerveux, tenait une Beretta de travers. Les 2 autres se dirigeaient vers le couloir menant à la pharmacie. L'odeur âcre de plâtre chauffé planait encore quand les choses se mirent à bouger trop vite pour qu'un œil non entraîné puisse suivre. Un vieil homme, Henry Park, vétéran de la guerre de Corée, se leva, sans réfléchir, sans calculer. « Assieds-toi, papy !» Il ne s'assit pas. Alors le premier braqueur le frappa d'un coup sec, précis, au visage. Henry s'effondra, le sang jaillissant d'une entaille à l'arcade.
C'est alors que tout dérapa. Le jeune soldat en convalescence, soldat de première classe Darrell Webb, 22 ans, l'œil déjà perdu dans un vide que seule la guerre pouvait créer, bondit sans réfléchir. Le coup de feu partit, avant même que quelqu'un ne réalise ce qu'il faisait. La balle lui traversa l'épaule gauche, il tomba et ce n'était pas un cri qui sortit de sa gorge, c'était un souvenir, brut, déchiré. Un son d'homme qui avait déjà entendu ce son ailleurs, dans une vallée poussiéreuse ou un village brûlé. Les cris montèrent, une mère serra son enfant contre elle, un médecin resta figé. Les vétérans jouant aux échecs cessèrent de respirer, redevenant soudain les silhouettes silencieuses qu'ils avaient été dans les jungles du Vietnam. Et Amaya avait déjà bougé. Elle s'était laissée tomber derrière le comptoir du poste infirmier. Pas une chute paniquée, une descente contrôlée, une glissade précise, le mouvement fluide de quelqu'un qui a appris que les 3 premières secondes d'un contact déterminent si on vit ou si on meurt. Assise au sol, dos contre le comptoir, respiration contrôlée, elle observait, calculait, évaluait. La pièce de Kwesi, dans sa poche gauche, roula contre sa cuisse, et dans ce frottement infime, un verrou sauta dans sa tête. Amaya Mensima cessa d'exister. Cobra revint. Ses yeux balayèrent la pièce, 2 hommes dans le hall, armés, l'un stable, l'autre instable. 2 hommes vers la pharmacie, distance, 8 mètres pour les premiers. Angle, mauvais, civil partout, sortie, entrée principale bloquée, couloir arrière dégagé, escalier à 30 pieds, arme, Glock, chargeur probablement encore plein. Beretta, incertain. Point d'accès, chariot de fourniture, offrant un couvert partiel. Elle calcula tout cela en 5 secondes. Un seul homme dans la salle remarqua qu'elle n'avait plus rien d'une infirmière timide. Le maître canonnier Ruben Delmas, plaqué dans son fauteuil roulant, regardait Amaya comme un homme qui voyait un fantôme familier. « Je connais ses yeux. Je les ai vus en Afghanistan, sur les pas de tir, dans les villes bombardées. Bordel, c'est qui elle ?» Amaya rampa jusqu'à Darrell Webb. Le jeune homme respirait vite, trop vite, déjà en train de s'effondrer mentalement dans un autre théâtre d'opération. Elle posa une main sur sa joue. « Soldat, regarde-moi. Inspire par le nez, expire par la bouche, tu es en sécurité, je suis là, je te tiens. » Sa voix, ce n'était pas la voix d'une infirmière, c'était la voix d'un opérateur spécial en plein feu, celle qui ramène un camarade du bord du gouffre. Darrell fixa ses yeux. Sa respiration se stabilisa. 3 secondes. Contrôle mental restauré. Elle déchira un morceau de sa propre blouse, prit un stylo, fabriqua un bandage compressif improvisé, un geste enseigné à certaines unités, mais certainement pas dans une école d'infirmières. Un pansement de combat, précis, rapide, parfait. Elle murmura « Maintiens la pression, ne bouge pas, ne fais aucun bruit ». Darrell hocha la tête, puis elle glissa jusqu'à Henry Park. L'homme saignait mais restait conscient. Il lui attrapa le poignet avec la force têtue de ses 70 ans. « Je vais bien, occupez-vous des autres ». Elle pressa un pansement improvisé sur sa blessure, guida sa main pour qu'il le maintienne et repartit. Personne ne la vit se lever. Personne ne vit la manière dont elle longea le mur. Personne sauf Ruben, dont les yeux s'écarquillaient de plus en plus. Elle atteignit la porte du couloir arrière, ouverte. Bien sûr qu'elle était ouverte. Cet hôpital violait plus de normes de sécurité qu'un entrepôt abandonné. Amaya entr'ouvrit la porte de 6 cm et commença l'évacuation. Un par un, elle murmura des ordres. Sa main faisait des signes précis. Avancez, silence, restez bas. C'étaient des gestes tactiques, universels, enseignés aux forces spéciales de toute la planète. Un médecin ne comprit rien, mais les vétérans, eux, chaque homme qui avait combattu quelque part reconnut immédiatement ces gestes. Alors ils obéirent, sans un son, sans une hésitation. Et en moins de 2 minutes, 11 personnes avaient disparu par la porte arrière. C'est le 3e braqueur, celui du couloir pharmacie, qui réalisa le premier qu'il manquait du monde. Et l'autre moitié de la salle a disparu. Il revint en trombe dans la salle principale et attrapa la première personne qu'il trouva, Denise. Il lui colla son Glock sur la tempe. « Personne ne sort, ramenez-les, maintenant !» Un silence pire encore s'abattit. Alors Amaya sortit de derrière le chariot où elle se cachait, et toute l'atmosphère de la pièce se modifia. Il y a une façon très particulière pour un opérateur d'élite d'occuper l'espace. Une gravité centrale, une densité, une puissance contenue. Amaya se tint debout, droite, stable, froide. Elle n'était plus la petite nouvelle. Elle était quelque chose que personne ici n'aurait jamais imaginé. Elle parla. « Tu tiens ton arme de travers. » La voix, calme, plate,
mortellement certaine. Le braqueur cligna des yeux. « Quoi ? Ton doigt est sur le pontet, pas sur la détente. Ça veut dire que tu ne veux pas tirer. Donc parlons. » Elle avança d'un pas. « Vous êtes venu pour la pharmacie. Pas pour des corps, tu ne veux pas d'un homicide. Sinon, tu aurais déjà tiré. Tes hommes sont derrière. Ils s'impatientent. Tu sais que c'est vrai. Alors pose ce flingue et réfléchissons. » Elle lisait en lui. Elle le décortiquait. Elle démontait couche par couche sa psychologie comme on désamorce une bombe artisanale. Et ça marchait. La main du braqueur trembla d'un demi-centimètre. Suffisant. Elle se déplaça. 2 pas, un geste, une torsion. D'une seule main, elle dévia l'arme. D'un coup sec, elle frappa son poignet, le Glock tomba, elle l'attrapa au vol, éjecta le chargeur, récupéra la balle chambrée, déposa l'arme vide. Tout cela en moins d'1 seconde et demie. Le second braqueur leva sa Beretta, et un objet fendit l'air, un pied de perfusion, lancé comme une lance. Il heurta son bras dans un grand clang métallique. Ruben Delmas, 14 jours après une opération du dos, venait de lancer ce projectile depuis son fauteuil roulant avec la précision d'un champion olympique. Le braqueur hurla, la Beretta tomba, Amaya lui sauta dessus. 2 secondes plus tard, les 2 hommes étaient ligotés avec leurs propres attaches. Elle glissa alors un téléphone vers une infirmière et dicta des codes tactiques précis, rapides, concis. La répartitrice du 911, une ancienne militaire, comprit immédiatement et alerta le SWAT de Port-du-Chêne. Les 2 braqueurs du couloir pharmacie se rendirent sans tirer une seule balle. Puis, le silence tomba. Un silence lourd, épais, comme si toute la salle d'urgence retenait son souffle. 30 personnes regardaient Amaya. Elle se tenait là, blouse déchirée, bras marqués de 3 cicatrices parallèles qu'elle avait toujours fait passer pour un accident de cuisine, bien visible sous la lumière crue. 2 lignes supplémentaires, celles des points de suture qu'elle avait elle-même posés dans un fossé du Niger. Autour de son cou, la chaîne avait glissé hors de sa blouse. La pièce de Kwesi pendait, l'emblème brillant, le trident illuminé. Alors Ruben avança. Son fauteuil grinçait. Son visage était blême, mais ses yeux, clairs, déterminés. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle, sa voix n'était plus un grondement, c'était un murmure. Ça, ce n'était pas une école d'infirmières. Personne ne respirait. Ça, c'était du combat rapproché des forces spéciales. J'ai déjà vu des gars de la marine opérer comme ça. J'ai déjà combattu avec des équipes de la flotte. Il inspira profondément. Je connais exactement ce que je viens de voir. Amaya ne répondit pas. Il regarda la pièce, les initiales, le trident. Quel numéro d'équipe ? La question traversa la salle comme un éclair. Elle ouvrit la main, regarda la pièce et murmura « 8 ». Ruben ferma les yeux, 1 seconde, puis les rouvrit. « Équipe 8, Afrique ». Il secoua la tête. « Bon sang, c'était vous, vous étiez avec eux ». Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il leva la main et salua. Un salut militaire, parfait, net, serré, profondément respectueux. Merci pour votre service, sous-officière principale. Et dans la salle, tout le monde se leva. Le salut de Ruben resta suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre silencieux. Pendant une fraction de seconde, personne ne comprit réellement ce qu'il voyait. Puis Henry Park, encore à moitié étourdi, sa main tremblante serrant toujours son pansement improvisé, se redressa, lentement, péniblement. Et il répondit au salut, un salut ancien, imparfait mais chargé de 50 ans d'histoire. Celui d'un homme qui avait survécu à des hivers glacials, à des collines où ses amis n'étaient jamais redescendus. Puis les 2 vétérans du Vietnam, ceux qui jouaient aux échecs quelques minutes plus tôt, se levèrent. Leurs genoux craquèrent, leurs mains tremblèrent, mais leurs bras montèrent. Un salut précis, désuet, presque solennel. Darrell Webb, appuyé contre le mur, le bandage de fortune d'Amaya sur l'épaule, leva lui aussi son bras valide. Il salua d'un geste maladroit mais sincère, un geste d'homme brisé, qui voyait pour la première fois en moi quelque chose qui ressemblait à une boussole. Puis les autres, les anciens de l'Irak, de l'Afghanistan, des Balkans, des missions classées et des opérations dont personne ne parlerait jamais en public. Tous ceux que la société regardait trop souvent comme des chiffres sur un formulaire. Tous ceux qui avaient reconnu dans les gestes d'Amaya quelque chose qu'ils pensaient avoir perdu. Une précision, une force, une présence qui ne s'achète pas et ne s'apprend pas dans un manuel. Une salle entière de vétérans en train de saluer. Une infirmière, pas une infirmière, une opératrice, une survivante, une des leurs. Et au centre, Amaya, visage immobile,
regard brillant, essayant de retenir quelque chose qui menaçait de déborder. 2 larmes roulèrent, parallèles, disciplinées presque. Elle les essuya d'un revers sec, réflexe ancien. Le réflexe d'une femme qui avait appris qu'en opération, les émotions se rangent dans une poche et qu'on les ressort plus tard, si on survit. C'est alors qu'une main se posa sur son épaule. Elle se retourna, Rita Sandoval. La vieille maîtresse principale de la marine se tenait là, badge de bénévole retiré, épinglant sur sa blouse un insigne ancien. Une encre dorée, polie, lourde d'années de mer et de tempête. Elle tendit son avant-bras, pas une main à serrer, un grip militaire, opérateur à opérateur, maître principal Sandoval, USS Beaumont, 1987 à 2017. Un sourire doux mais ferme étira ses lèvres. « Bienvenue chez toi, marin ». Amaya sentit quelque chose se stabiliser en elle, un sol qu'elle n'avait plus senti depuis trop longtemps. Un ancrage, elles arrivèrent par couches, comme souvent après une tempête. Boston, rebaptisé Port-du-Chêne dans cette version, ne manquait pas de policiers. En quelques minutes, l'hôpital grouillait d'unités, d'agents du SWAT, du FBI, de personnel fédéral. Les lumières bleues clignotaient contre les briques du vieil hôpital, donnant l'impression d'un champ de bataille figé dans le béton. Amaya donna un rapport complet, précis, chirurgical. Le détective prenant sa déposition s'interrompit au milieu d'une phrase. « Vous avez déjà fait ça. Beaucoup. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Quelqu'un avait filmé la scène. Bien sûr que quelqu'un avait filmé, pas l'agression elle-même, mais l'instant où les vétérans s'étaient levés pour la saluer. En quelques heures, la vidéo circulait partout. En 12 heures, 4 millions de vues. En 18, 14 millions. Au matin, tous les journaux, l'infirmière héroïque de Port-du-Chêne, une opération stoppée net par une inconnue, qui est Amaya Mensima. Elle ignorerait longtemps ses titres, et elle fut violente. Les auditeurs fédéraux débarquèrent à l'hôpital comme une pluie de marteaux. Et chaque coup tombait juste, car les braqueurs n'étaient qu'un symptôme, le vrai problème siégeait au 4e étage. Gérard Whitmore, son centre du bien-être des vétérans, ses budgets trafiqués, ses contrats opaques, ses fonds déplacés vers sa propre entreprise de construction via des sociétés écrans si grossières que l'enquêtrice déclara plus tard « C'est le détournement le moins sophistiqué que j'ai vu en 20 ans. Tout tomba en moins de 3 jours. » Whitmore fut démis de ses fonctions, arrêté à son domicile. Et dans sa photo de signalement, il ne souriait plus. Tous les fonds détournés furent réinjectés dans la rénovation complète des urgences, la réparation du système de sécurité, la mise à jour du matériel, l'embauche de personnel supplémentaire. La machine bureaucratique écrasait rarement les mauvaises personnes. Cette fois, elle l'avait fait. Ce fut la plus inattendue. 3 jours après l'attaque, Amaya se trouvait dans la salle de pause à 6 heures du matin. Cette fois, elle buvait le café de l'hôpital avec résignation. La Sainte Victoire flottait dans un brouillard épais derrière la fenêtre. La porte s'ouvrit. Denise Kowalski entra. Pas de maquillage, pas de dossier, pas d'armure professionnelle. Elle resta immobile un long moment. « Mon fils est un marine », finit-elle par dire. Sa voix semblait dépouillée. Fallujah, 2004, il est revenu différent. Il ne parle pas ? Pas vraiment. Elle s'assit. Ses mains tremblaient. Elle les plaqua contre la table. J'ai passé 30 ans ici. J'ai bâti des règles, des murs, des standards. Je pensais protéger l'hôpital. Elle inspira un coup. Mais je crois que j'avais juste peur des nouvelles, de celles qui pouvaient être meilleures que moi, de celles qui me rappelaient que je vieillis. Silence. Je n'ai pas d'excuse. J'ai une excuse serait trop facile. J'ai une excuse, et une excuse ne vaut rien. Alors je vous donne ce que j'ai, une excuse sincère. Amaya la regarda longtemps, puis elle demanda « Votre fils, comment s'appelle-t-il ?»« Daniel. Si Daniel veut un jour parler à quelqu'un qui comprend, qui a vécu ce qu'il a vécu, je suis là. » Elle marqua une pause, pas en tant qu'infirmière, en tant que personne qui sait ce que c'est de rentrer chez soi sans vraiment rentrer. Les yeux de Denise s'embuèrent. Elle hocha la tête, une seule fois. Parfois, la réparation d'un être humain commence dans une salle de pause avec du mauvais café et des mots prononcés trop tard, mais enfin sincères. Les semaines suivantes furent étranges. La marine contacta Amaya, poste d'instructrice, restauration de grade, coronado, un salaire plus haut que tout ce qu'elle avait imaginé. L'hôpital, de son côté, proposa chef d'équipe trauma, bureau, augmentation, responsabilité. Amaya refusa les deux. Elle resta. Même hôpital, même service, même couloir fissuré.
Mais pour la première fois, elle ne portait plus le poids de disparaître. Elle cessa de cacher la pièce de Coésie. Elle la fixa à son cordon de badge. Les gens demandaient « C'est quoi ?» Elle répondait « Une histoire, je la raconterai un jour ». Elle lança aussi un programme nouveau, le Projet Pont, un groupe de soutien pour les vétérans tentant de se réinsérer dans le secteur médical. Infirmiers, ambulanciers, techniciens, internes, tous ceux qui portaient encore, dans leurs gestes, le fantôme d'un autre métier. La première réunion eut 6 personnes, la troisième, 40. Le groupe devint un refuge, et Denise l'aida à le structurer. Une alliance improbable entre une infirmière rigide et une ex-opératrice des forces spéciales. Mais elle partageait une chose, la capacité de reconnaître une personne qui revient de loin. 6 semaines après l'attaque, Amaya était encore dans la salle de pause à l'aube. Le brouillard se levait doucement. La Sainte Victoire apparaissait majestueuse comme un fantôme qui choisissait de se montrer. On entendit des roues couiner dans le couloir. Ruben Delmas entra, toujours dans son fauteuil, toujours avec son mot croisé mutilé. 9 lettres pour têtu, dit-il. Amaya sourit. Tenace, je te l'ai déjà dit 4 fois. Ça ne rentre pas. Il s'approcha. J'ai réfléchi à ton indicatif radio. Cobra. J'ai fini par comprendre. Il rit d'un rire franc, sonore, qui fit vibrer la pièce. Ça te va? Trop bien même. Elle lui tendit une tasse de café. Il la prit. Ils restèrent là, 2 guerriers fatigués, l'un en fauteuil roulant, l'autre en blouse, à regarder le soleil monter. Et Cobra? Oui? Le mot, finalement. Ce n'était pas obstiné. Il pivota le journal vers elle. Croix, horizontale, 9 lettres, 5e lettre, T. Elle fixa les cases, puis répondit, déterminé. Il remplit les cases, ça rentrait parfaitement. Ce soir-là, après sa garde, Amaya rentra dans son petit appartement de Dorchester-sur-Mer. Un appartement encore trop silencieux, trop propre, trop ordonné pour être réellement habité. Elle posa ses clés, s'assit sur le lit et resta immobile de longues minutes. Pas de fredonnement, pas de berceuse pour chasser les ombres, pas ce soir. Elle regarda son téléphone pendant un long moment. Elle hésitait depuis des semaines. Toujours la même question. Est-ce le bon moment? Est-ce que je vais l'inquiéter? Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Puis elle respira profondément, comme on respire avant de plonger, et composa le numéro. La tonalité retentit 2 fois avant qu'une voix familière, douce, légèrement rauque, ne réponde « Allô, papa ?» Frank Mensima, 61 ans, chauffeur de taxi à Washington, cet homme qui avait traversé un océan pour offrir à ses enfants une vie qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, resta silencieux une seconde seulement, car les pères qui aiment si vraiment entendent ce que leurs enfants ne disent pas. Amaya, tout va bien? Elle hésita encore une fraction de seconde, puis dit la vérité. Pas toute la vérité, pas celle tachée de sang, de poussière, de coups de feu, mais la vérité suffisante, celle qui compte. Je vais rester à Port-du-Chêne. J'ai trouvé un endroit. Et des gens, je suis bien, pour de vrai, papa. Un silence tendre, puis un soupir, un sourire audible. Woyo Odo, tu es courageuse, ma fille. Elle ferma les yeux, et pendant un instant, elle se permit quelque chose qu'elle n'avait plus fait depuis des années. Elle se sentit chez elle. L'appel dura encore quelques minutes, de banalité en rire, jusqu'à ce qu'elle raccroche. Elle resta assise sur son lit, tenant le téléphone contre sa poitrine. La pièce de Coésie, sur son cordon de badge, tinta doucement en retombant contre son sternum. Elle posa 2 doigts dessus. « Je sais, murmura-t-elle. Je sais que tu serais en train de te moquer de moi. Tu dirais que je suis trop dramatique, que j'ai toujours été trop sérieuse. » Un léger sourire étira ses lèvres. « Mais j'avance. Je trouve ma place. Et tu serais fière. » Puis elle se leva, éteignit la lampe, et la chambre retomba dans une obscurité douce. Pour la première fois depuis longtemps, elle dormit profondément. À l'hôpital, le soleil s'infiltrait à travers les stores, dessinant des bandes dorées sur les sols en linoléum. Les urgences venaient de rouvrir officiellement après plusieurs semaines de travaux express. Les nouveaux équipements brillaient, les portes sécurisées fonctionnaient enfin. Un détecteur de métaux flambant neuf trônait désormais à l'entrée, bien visible, bien alimenté, bien surveillé. Les vétérans riaient, les infirmières plaisantaient. Les internes avaient des cernes, mais un sourire aux lèvres. La vie reprenait. Dans la salle de pause, Amaya remplit son thermos de café à Chantilly. Elle s'installa devant la fenêtre. La frégate Sainte-Victoire était immobile dans son bassin, voile replié, fière comme un monument vivant.
Un navire qui avait résisté à 2 siècles d'histoire. Un rappel silencieux que certaines choses sont faites pour durer. Le bruit des roues familières résonna dans le couloir. Ruben Delmas apparut souriant avec l'assurance d'un homme qui avait perdu beaucoup, mais pas son humour. Alors Cobra, prête pour une nouvelle journée à sauver des gens qui refusent d'être raisonnables? Elle haussa un sourcil. Toujours, mais c'est toi qui as le rendez-vous de contrôle. Je sais, ils vont encore me dire que je force trop sur mon dos. Je leur dirai que c'est ta faute, naturellement. Ils burent leur café en silence, un silence qui n'était pas vide, mais confortable. 2 anciens combattants, 2 survivants, 2 êtres humains aux vies cabossées, assis côte à côte devant un lever de soleil. Ruben finit par souffler. « Tu sais, quand j'ai salué l'autre jour, c'était pas juste pour la scène dramatique. » Il tourna la tête vers elle. « C'était parce que je t'ai reconnu, je sais ce que c'est que de se perdre, et je sais ce que c'est que d'être retrouvé. » Elle baissa doucement les yeux. « Merci Ruben. » Il haussa les épaules. « On est des durs, nous, mais parfois on a besoin de quelqu'un qui nous rappelle ça. » 2 mois plus tard, la salle polyvalente du rez-de-chaussée vibrait d'une énergie nouvelle. Le programme Pont attirait désormais des infirmiers vétérans, des techniciens médicaux, d'anciens ambulanciers militaires, de jeunes recrues cherchant à comprendre comment servir sans se perdre. Amaya se tenait devant eux. Elle regardait les visages, les cicatrices visibles, les cicatrices invisibles, les mains qui tremblaient parfois, les épaules trop droites, les regards qui voulaient dire « Je suis là, mais pas encore totalement ». Elle inspira profondément. « Bienvenue, ici, vous n'êtes pas obligé d'être invincible. Vous pouvez être humain, vous pouvez être perdu, vous pouvez être en reconstruction. » Elle montra sa propre pièce militaire. « Je sais ce que c'est d'avoir l'impression d'exister entre 2 mondes, alors ce groupe est pour nous. Pour apprendre à marcher dans ce nouveau monde sans oublier qui nous étions dans l'ancien. » Personne ne parla, mais tous hochèrent la tête. C'était suffisant. Les jours s'allongèrent, les feuilles changèrent, les plaies se refermèrent lentement. Certaines physiquement, d'autres pas encore. Denise devint, contre toute attente, l'une des plus farouches protectrices du programme. Rita servait de mentor aux jeunes vétérans. Ruben revenait trop souvent pour que ce soit médicalement justifiable. Amaya faisait semblant de ne rien voir. Son sourire trahissait tout. Et dans le brouhaha du service, dans le claquement des chariots roulants, le bip des moniteurs et le vrombissement des néons, une vérité douce se glissa entre les murs. Amaya Mensima avait cessé d'être Cobra. Elle avait cessé d'être nobody. Elle était redevenue elle-même. Pas une légende, pas une ombre, pas un fantôme des forces spéciales. Juste Amaya. Et cela suffisait. À 10h47, un mardi, 4 hommes armés étaient entrés par une porte brisée dans un hôpital oublié par la bureaucratie. Ils s'attendaient à trouver des civils terrifiés, un endroit faible, une cible facile. Ils avaient trouvé tout autre chose. Ils avaient trouvé une femme qui avait passé 12 ans à sauver des vies dans des endroits qui n'existent sur aucune carte. Une femme qui avait tenté de disparaître. Une femme qui croyait que pour guérir, il fallait devenir moins que ce que l'on avait été. Une femme qui portait une pièce militaire dans sa poche et une berceuse ancienne dans sa gorge. Une femme qui ignorait encore que la force n'était pas ce qu'elle cachait, mais ce qu'elle partageait. Ils avaient trouvé Amaya Mensima, et rien, absolument rien, n'avait été préparé pour ça. Si cette histoire a remué quelque chose en toi, une émotion, un souvenir, une vérité difficile à nommer, alors partage-la. Et si tu es un vétéran, ou si tu aimes quelqu'un qui l'est, retiens ceci. On enlève l'uniforme. Mais le guerrier reste toujours.